Salut. Alors, aujourd'hui, on va essayer de déterminer si la compagnie Micron Technology a un pricing power. Et si ce pricing power est plutôt conjoncturel ou structurel. Et pour répondre à cette question, je vais utiliser un prompt, enfin, des prompts issus de la bibliothèque de base, d'accord, qui finance notre projet. Donc ici, c'est l'un des 124 prompts que vous avez ici. Ce prompt ressemble à ceci. Ok. Vous pouvez le voir, et ça c'est la partie, ça c'est le prompt B8 qui fait partie ici des modèles d'affaires. Il y en a 20, ok, pour mieux comprendre le modèle fait, etc. Ou comme vous pouvez le voir, première question, comment l'entreprise gagne de l'argent, le revenu récurrent, combien coûte l'acquisition d'un nouveau client, les clients reviennent-ils ou dépensent-ils plus, analyse des marges brutes. Bref, il y a un ensemble de questions à poser pour apprécier le modèle d'affaires. Mais ce qui va nous intéresser, c'est ce prompt. Le pricing power. Peut-on augmenter les prix sans perdre les clients? Ok. On voit ici, cherche dans les transcripts les 5 dernières années de l'entreprise. Donc ici, tu mets le nom d'entreprise, toutes les mentions, hausse des doses de prix, machin truc. Bref, ça, c'est le prompt de manière générale. Ok. Vous le prenez, vous le copiez et vous allez le coller sur Gemini, sur Claude, sur Perplexity, sur ChatGPT, comme vous voulez. Alors, l'une des premières choses qu'il faut d'abord qu'on mentionne avant d'aller plus loin, le prompt ne te dit pas si tu dois acheter ou vendre. Aucun prompt. Les prompts vous servent uniquement à approfondir vos connaissances sur un sujet en particulier afin de pouvoir déterminer plus tard si c'est intéressant ou pas, si le risque en vaut la peine ou pas. Donc vous finissez toujours par appliquer votre propre jugement. Vous ne le déléguez pas à l'IA parce il ne pourra pas mieux le faire que vous. OK? Comme je l'ai dit toujours, les IA sont faites pour vous raconter de belles histoires. Elles sont faites pour vous raconter de belles histoires, je précise encore une fois. OK? Votre rôle, c'est de vérifier la véracité de ces informations-là. OK? Par exemple, quand je dis vérifier la véracité, pour vous épargner énormément de travail, il y a un prompt que vous allez premièrement utiliser. Je le mets directement dans mes instructions. Par exemple, les instructions, vous allez les trouver si on dézoome un tout petit peu. Si vous venez sur paramètres, et ça c'est Gemini, vous allez sur intelligence personnalisée, vous allez instructions, vous allez coller ce prompt. Je le mettrai en commentaire de cette vidéo. Tout le monde va pouvoir l'utiliser ici. Ça c'est mon cadeau pour vous. OK. Et puis d'ailleurs, non. Je vais le mettre dans le groupe School. OK. Comme ça, tout le monde pourra aller le récupérer à ce niveau-là. Alors, ici, il ressemble à ceci. Le prompt, c'est ça. Ça, c'est le prompt pour les instructions, afin qu'il n'invente pas. Et quand il invente, qu'il vous dise qu'il a inventé machin truc. OK. Et donc, quand il répond à une question, par exemple, vous allez voir, je vais taper, voilà. Vous voyez, inférence. Inférence, ça veut dire que ça, c'est basé sur son propre raisonnement. Il a déduit par rapport aux informations qu'il avait. Et donc, quand moi je vois inférence, je fais attention à ce qui est mentionné après. OK? Et donc, ici, il y a plusieurs inférences. Ça ne me dérange pas qu'il y en ait, mais au moins, je sais qu'à partir de cette phrase-ci, c'est une déduction provenant de l'IA. Et comme on va le voir tout à l'heure, vu qu'on parle de Micron, vous allez voir que je ne vais pas juste me baser sur ce que lit, parce que moi je suis là pour faire de la double vérification. Donc la première question, c'est de savoir, est-ce que Micron a un pricing power? Vous allez voir ici que le prompt en question, donc celui que je vous présente ici, dans le pricing power, il sera complètement différent de celui que vous allez voir tantôt. Alors, ici, c'est pas lui, voilà. OK. Le pricing power structuré du micro sur 30 ans. Je l'ai mis sur 30 ans. Moi, j'ai changé. OK. Sur le prompt original, il est sur 5 ans. Et vous allez voir que les instructions sont bien plus longues ici. Et vous allez remarquer que le prompt en question est très adapté à Micron. Tout simplement parce que j'ai demandé à l'IA d'adapter le prompt original à Micron Technology. Et donc, je lui ai donné mes propres instructions par rapport au prompt. OK, donc j'ai pris le prompt en question, qui est celui-ci. Voilà, j'ai copié.
Je suis venu là, Gemini, boum, et je lui ai donné une instruction très basique. Propose-moi, adapte ce prompt à Micron Technology. Ensuite, il y a d'autres éléments parce que le prompt, en fait, ce n'est pas juste créer un prompt pour ça, non. Le plus important quand on crée un prompt, c'est surtout la chaîne de réflexion. Fais ci, ça et ça. Ne fais pas ci, ça et ça. Et vérifie toujours, audit, machin, truc. Ça, c'est autre chose. OK? Bon, généralement, je mets ces éléments-là dans les prompts. Enfin, c'est pas important à ce niveau-ci. Mais voilà. La réponse que j'obtiens ici par rapport à la question qu'on a posée à l'origine, c'est est-ce que Micron a un pricing power? Ça, c'est la première question. On n'arrivons même pas encore sur le conjoncturel ou structurel, parce que ça, c'est une variation de la question. Mais ça fait partie du même lot. Ça nous permet de mieux comprendre, de mieux apprécier ce pricing power-là. Et bien, la réponse est simple. Il va se baser sur les 30 dernières années. Et je vous dis, ça c'est le premier jet de la réponse qu'il m'a donné. C'est-à-dire que moi, d'habitude, je lui demande toujours de faire un autocritique, ou bien une autocritique, voilà, c'est ça, excusez-moi, et de faire l'autocritique de la réponse précédente, afin qu'il puisse lui-même vérifier au cas où il a inventé des éléments ou bien il n'a pas suivi les instructions à la lettre. Évidemment, je ne dis pas juste fais autocritique, non. Le prompt est bien plus long que ça afin qu'il puisse, afin qu'il puisse le faire correctement. OK? Comme d'habitude, hein, si vous posez les bonnes questions, vous aurez généralement les bonnes réponses. Donc, je prends directement la synthèse exécutive. Il dit ici que le positionnement de Micron est passé d'un statut de preneur de prix dans un price taker. Excusez-moi si vous m'entendez en va-et-vient, c'est juste parce que je tiens un microphone à la main ici. Donc, j'ai tendance également à bouger la tête. Bon, on referme la parenthèse. Donc, il dit que le Micron est un price taker absolu dans un marché automatisé. Donc, ça, c'est l'historique. Quand on dit automatisé, ça veut dire qu'à l'époque, il y avait plusieurs opérateurs. Il y avait plus de 20 fournisseurs de mémoire en 1995. Et ça, le marché actuel est concentré sur 3 entreprises. Je sais de nature que quand un secteur d'activité cyclique se consolide, on a tendance à avoir une discipline en termes de prix ou bien en termes de capacité. On a tendance, ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas, parce que l'histoire a montré que ces entreprises-là ne respectent pas cet élément-là. Quand la demande est élevée, ils augmentent les capacités. OK? So, on continue. Et la demande, j'ai parlé de la demande ici. Quand la demande est élevée, ils augmentent l'offre ici afin de pouvoir gagner plus d'argent le plus rapidement possible. N'oubliez pas ici qu'il y a 2 éléments. Il y a la demande et il y a l'offre. L'offre, c'est Micron, Samsung, SK Hynix. Et vous pouvez rajouter les autres, hein, parce que ici, le marché de la mémoire est bien plus vaste que ça. Ça ne se limite pas juste à la DRAM ou HBM, il y a les HDD, etc. OK? Mais dans ce marché-là, il y a des segments également. Donc, le segment en question concerne SK Hynix, Samsung et Micron Technology qui détiennent 90%, je pense, c'est DRAM et NAND. OK? Donc, ne soyez pas étonnés parce que vous allez souvent voir, on va parler de SK Hynix, Samsung, Micron, on va également parler de Seagate, on va parler de, comment ça s'appelle, SanDisk. Est-ce qu'ils font tous la même chose, de la même façon? J'en oublie, il y a une autre encore, Western Digital, etc. So, dans la mémoire, c'est le secteur. Mais dans la mémoire, il y a des sous-segments. Et dans les sous-segments, il y a des segments premium, il y a des segments qui sont moins premium que ça. Mais globalement, dans tout ce secteur, tout le monde mange correctement. Mais c'est sensiblement ici le même comportement parce que tous sont des price takers. Ça veut dire ici que ces entreprises ne fixent pas le prix du produit final. OK? Elles ont tendance à prendre le prix du marché. Mais la consolidation industrielle a permis d'instaurer une discipline de l'offre. Vous avez bien dit de l'offre, les termes sont importants. Et si vous ne comprenez pas un terme, demandez l'explication plus simple avec des exemples ici d'applications dans le monde réel pour mieux comprendre. Ou bien vous pouvez le demander ici, imagine un monde sans cette compagnie, voilà, on n'est pas encore au niveau qu'est-ce que cette entreprise-là fait, mais voilà, on a déjà passé cela. Peut-être qu'on en parlera ici un jour. Donc, l'évolution technologique vers l'intelligence artificielle HBM3, HBM4 transforme la tarification historique de commodité à une tarification de spécialité caractérisée par des contrats de capacité fermes à long terme. Ce terme est important. Donc maintenant, on me dit qu'actuellement, on a les contrats fermes
à long terme. Mais est-ce que c'est la première fois qu'on a des contrats dans ce secteur? Ça, c'est une question qui doit vous revenir. OK? Donc, on va en parler tantôt tout à l'heure, mais sachez qu'il y a un prompt pour ça également. Bref, on continue. Et là, il vous déroule à peu près qu'est-ce qui s'est passé précédemment, blablabla, blablabla, etc. Et la conclusion est simple, c'est qu'en date d'aujourd'hui, cette compagnie a un pricing power parce que la demande est plus élevée que l'offre. Et vous allez voir que sur ce prompt, j'ai mis un verdict opérationnel. Généralement, ça met buy, mais ce n'est pas buy pour acheter. Normalement, ça doit... Enfin, c'est ce que je vais avoir tendance à changer ici. Alors, dans ma compréhension, moi, ce n'est pas buy, ni sell, ni hold. Buy veut dire l'entreprise a passé le test. Hold veut dire l'envie est plutôt neutre. Et sell veut dire ici que l'entreprise a échoué le test. D'accord? C'est aussi simple que ça. So, c'est également une sorte de résumé, etc. En tout cas, globalement, on mentionne ici que c'est un business qui a un pricing power en date d'aujourd'hui. Mais il ne nous dit pas si le pricing power est conjoncturel ou bien si le pricing power est structurel. Conjoncturel veut dire ici qu'on bénéficie d'une période exceptionnelle. Et pendant cette période exceptionnelle, on a la capacité de fixer les prix parce que la demande est peut-être très élevée, mais que de nature, on n'a pas un pricing power. Structurel veut dire ici que qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse soleil, c'est nous qui fixons le prix. Et la demande est de nature, je ne dirais pas que la demande est élevée, mais en tout cas, les clients n'ont pas trop d'alternatives par rapport à notre produit. Okay? C'est un peu comme une compagnie comme Caterpillar, ce genre de choses-là. Okay? Donc, c'est différent. Donc, il faut souvent se poser cette question-là quand on parle de pricing power. Parce qu'il y a des entreprises qui gagnent exceptionnellement de l'argent en date d'aujourd'hui parce qu'il y a une pénurie. Et la pénurie de nature n'a pas vocation à durer éternellement. Et pour revenir ici, si on prend juste les marges de la compagnie, vous pouvez le voir directement au niveau de la marge brute qu'en date d'aujourd'hui, nous avons une entreprise qui jouit d'un pricing power. Le premier niveau de pricing power, c'est lequel? C'est l'augmentation des marges, n'est-ce pas? Marge brute. Mais vous voyez également que ce n'est pas la première fois. OK? Ce n'est pas la première fois. Et donc, vous pouvez voir déjà ici que c'est un business qui est cyclique. Et je rappelle que dans les prompts, il y a une question qui demande ici à déterminer si le business est cyclique, si l'entreprise est cyclique. Mais moi, je peux déjà le voir ici. Mais quand je prends ma position ici, parce que bon, à force de regarder les rapports financiers, les états financiers ou bien les chiffres, quand je regarde un chiffre d'affaires, je peux savoir si c'est cyclique ou pas. Littéralement, à vue d'œil, avec les graphiques, enfin, ces histogrammes, etc., je peux le savoir. Mais vous, est-ce que vous pouvez le savoir? C'est la raison pour laquelle ces prompts-là, je les ai mis vraiment au niveau débutant. Okay? C'est vraiment avoir l'information qui compte de manière générale, parce que c'est une question qu'on pose toujours. Bref, revenons à ce qui nous intéresse par rapport au pricing power. La première question, c'était de savoir, est-ce que cette compagnie a un pricing power? La réponse est oui. La réponse est oui pour les éléments que nous avons tantôt eus ici. Alors, le deuxième travail que nous devons faire, c'est généralement de questionner. Vous voyez ceci? Je peux prendre la synthèse exécutive. Je vais sur Claude, je lui demande de vérifier de manière factuelle avec des informations de niveau 1 les affirmations suivantes. Et les affirmations, c'est ça. Et par rapport à ça, il va aller me rechercher les informations avec les liens. Ça, c'est le rôle, ça, c'est la vérification. Donc, quand on lance un prompt, la première chose qu'on fait, c'est de copier, coller, boum. Okay? On lance la demande. Une fois qu'on a la réponse ici, on peut lui demander de faire une autocritique. Et une fois qu'on lui demande de corriger, on peut prendre cette deuxième réponse-là, ce deuxième jet, et on va le poser, par exemple, dans un autre LLM, je préfère Claude. On lui demande de vérifier de manière factuelle avec des informations de niveau 1. Les affirmations suivantes. Boum. Il va vérifier. Et quand on dit factuel niveau 1, il va avoir tendance à vous donner également les liens. Où est-ce qu'il a pris cette information-là? Pourquoi est-ce que je dis niveau 1? Parce que j'aimerais qu'il aille vérifier ça dans les rapports financiers, les conférences calls issus de l'entreprise ou bien de ses concurrents. Bref, des sources qui comptent. Pas qu'il aille sur un site lambda, singlinglin.com, machin truc, qu'on ne connaît même pas, qui n'a aucune, comment on dit ça, qui n'a aucune réputation. Il faut faire très attention parce que le LLM va sur Internet chercher l'information. Il ne va pas forcément chercher la bonne réponse. Et la nuance est très importante. C'est pour ça que j'ai trouvé un
une alternative. Je l'expliquerai, par exemple, peut-être dans un live, mais ceux qui ont un iPhone, si vous allez sur le iPhone ici, par exemple, je peux connecter mon iPhone à l'ordinateur, je lance l'application qu'on appelle Quarter, et le même prompt, je le colle dans le fil de discussion de Quarter au niveau ici de la partie destinée à l'IA. Oui, vous pouvez converser avec les rapports, les transcripts directement avec Quarter. Je lance le même prompt et je suis sûr que les réponses qui vont venir de là proviennent uniquement de l'environnement Quarter dans lequel on retrouve les rapports financiers, les investor presentations, les transcripts de l'entreprise ainsi que de ses concurrents sur une longue période de temps. Donc je sais qu'on ne sort pas de cet environnement-là. Et donc la réponse, le degré de véracité de la réponse est robuste. C'est important. Donc là, c'est la partie vérification. Donc ici, le micro a un pricing power. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est si ce pricing power-là, il est plutôt structurel ou bien conjoncturel. Par exemple, ici, après la violente chute, etc., bande passante, en 2026, les capacités de HBM de Micron est entièrement vendues pour l'année 2027. Donc, vous savez que Micron va publier ses résultats financiers. Nous sommes le 24 du mois de juin, dans quelques heures ici. Et donc, il y a de fortes chances que ces résultats-là soient très bons. Il y a de fortes chances. OK? Donc, on ne serait pas étonné. C'est surtout la direction du marché qui est intéressante ici. Parce que, oui, on signe des contrats à long terme, mais ces contrats-là, est-ce que c'est la première fois que dans cette industrie, on signe des contrats à long terme? Je vais revenir au conjoncturel et structurel plus tard. Et là, je passe au fameux contrat long terme. Rapport trimestriel, déclaration réglementaire. Voilà, ici. Je lui ai demandé de chercher. Cherche dans les rapports annuels, les rapports trimestriels et les déclarations réglementaires de Micron depuis 1996, toutes les mentions d'accords de fourniture à long terme, donc les long-term agreements, les prepaid customer supply agreements, les strategic customer agreements, etc. Je lui ai donné des instructions et voici la réponse qu'il m'a donnée avec la synthèse exécutive. Simple. Nous, on va lire la synthèse parce que c'est à peu près un résumé de ce qui suit plus bas. Historiquement positionné comme un fournisseur de commodités pures exposé à la volatilité extrême des prix au comptant, Micron Technology a opéré une mutation de son modèle commercial aux environs 2010-2020 sous la direction ici de Sanjay Mehrotra, qui est un bon PDG d'ailleurs, lancé en 2017. La proportion du chiffre d'affaires encadrée par des accords à long terme axés sur les volumes est passée de 10% à plus de 75% à horizon 2022. OK? Et là, il marque inférence, ça veut dire que c'est lui qui déduit ce qui va suivre, la phrase qui va suivre. Ce premier jalon ce premier jalon s'est avéré insuffisant pour immuniser l'entreprise contre les cycles de surcapacité, comme l'a démontré la crise mémorielle sectorielle de 2022-2023, où l'entreprise avait littéralement quoi? Vous l'avez défini, des marges brutes négatives. Et là, ça ramène à une question. Est-ce que la structure de coût est plutôt variable ou fixe? Et ça, c'est un autre prompt également. Ce sont des questions très importantes. Donc, dans ces prompts-là, la plupart des questions qui sont ici, c'est vous qui choisissez lesquelles vous allez poser. Mais généralement, grosso modo, vous pouvez poser toutes ces questions-là sur une entreprise en particulier, juste pour mieux la connaître, histoire de savoir où est-ce que vous mettez les pieds. La seule différence qu'il n'y aura pas, l'une des grosses différences avec la bibliothèque de prompt premium, c'est qu'on va un peu plus en profondeur. On n'a pas besoin de poser 50 questions, par exemple. Un prompt regroupe, par exemple, plusieurs questions, mais en supplément de ça, ces prompts-là sont mieux, pas mieux, mais j'ai mis des limites très strictes. Et également, en supplément de ça, vous avez des sites précis où il doit aller chercher l'information. Ah oui, c'est ce que j'ai ajouté. Plus le fait qu'on parle beaucoup d'analyse sectorielle avec ces prompts-là. Bref, je ferai une démo un autre jour ici avec ça. Donc, cette vidéo aussi également vocation à faire une démo de ce prompt, de l'un des prompts que nous avons dans la bibliothèque de base ici. Parce que je sais que quand je fais des vidéos, je parle toujours de prompt, etc. pour approfondir. Mais parfois, les gens ne savent pas c'est quoi réellement, qu'est-ce que ça peut faire pour moi, etc. OK? Donc, comme je disais ici tantôt, on était au niveau des long-term agreements. Est-ce que c'est la première fois? Comme vous voyez ici, ce premier jalon s'est avéré insuffisant. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on a des long-term agreements. On l'a déjà eu. Ça n'a pas empêché l'entité d'avoir des marges négatives. Et ils vont expliquer plus bas pourquoi. Maintenant,
il y a un élément qu'on a rajouté ici. Parce qu'il y avait quoi? La raison, c'était en raison de l'absence de mécanisme de fixation rigide des prix au sein des contrats. Parce que les contrats, les LTA précédents étaient basés sur les volumes minimums. Or, la composante prix est très importante. Donc, on dit ici, l'introduction des accords clients stratégiques, dont Strategic Customer Agreement, au cours de l'exercice fiscal 2026, caractérisé par les corridors de prix. Donc, quand on dit corridor, donc, on a un prix plancher, un prix plafond, sur des horizons atteignant 5 ans, marque une rupture structurelle. Quand on dit sur des horizons, ça ne veut pas dire que tout c'est à 5 ans, c'est entre 2 ans et 5 ans, entre 3 ans et 5 ans, atteignant 5 ans, c'est le cap. Marque une rupture structurelle fondamentale couplée à des paiements d'avance significatifs, dont les Customer Prepayment de la part des fournisseurs de services cloud pour sécuriser l'approvisionnement en HBM et en RDIMM haute densité. Ces instruments contractuels augmentent la visibilité pluriannuelle du carnet de commandes et stabilisent le profil de marge opérationnelle de l'entité. Ce qui veut dire, en langage facile, qu'en date d'aujourd'hui, oui, on a des contrats à long terme, mais maintenant qui sont balisés par des prix planchers et des prix plafonds. En supplément de ça, les clients paient en avance. Ce terme est important. Customer Prepayment, n'est-ce pas? Quand on clique dessus, copier, je vais où? Rapport financier, Contract Liability. Ça, c'est le rapport trimestriel, donc celui qui est sorti pour le trimestre qui se termine, c'est le 26 du mois de février, donc le précédent, avant celui qui va sortir ce soir, donc faites attention. Vous constatez une chose. Dans le Contract Liability, on nous annonce ici que cette partie, c'est pour ça que c'est important de lire les notes de bas de page. Note 14. On dit ceci. Je peux traduire ça, voilà, je pourrais le mettre je pourrais le traduire, mais bon, pas plus grave. Au 26 février 2026 et au 28 août 2025, la partie Order Current Liability incluait pour le février 2026, 2,55 milliards et 1,19 milliards pour le 28 août 2025, respectivement pour les estimations ou des considérations de payables pour les clients, donc qui inclut ici des estimations Estimate for Price, Adjustment and Return. Donc, on dit ici que quand on dit payable pour les clients, dites-vous ceci, à ce niveau-ci, ils ont également donné une précision. Ok, ça inclut les Customer Prepayment. Donc, les fameuses avances de fonds vont se retrouver dans quoi? Order Contract Liability. Et dans Order Contract Liability, vous allez le retrouver où? Dans Order Current Liability. Et quand je vais, parce que dans les rapports annuels, vous n'allez pas voir Order Contract Liability, mais vous allez voir ici Order Liability, Order Current Liability. Et là, je viens, parce que je m'attends à voir des milliards, n'est-ce pas? Donc, on vient ici, tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on observe? 2,7 milliards par rapport à 1,245 milliards pour août 2025. Tout ça a doublé, c'est pas mal. Mais vu le volume d'affaires de cette compagnie, on se dit que c'est un peu léger, n'est-ce pas? Eh bien, il y a peut-être une explication derrière. C'est la raison pour laquelle, quand on fait une double vérification, donc en prenant, par exemple, la synthèse exécutive, ici, je ne me suis pas cassé la tête. Vous pouvez lire tout ça, hein. Je le mets comme ça pour ceux qui veulent. Voilà, ça vous permettra ici d'aller vérifier l'information, le verdict de durabilité, machin truc. Donc, j'ai pris cet élément-ci, le verdict de durabilité, et je suis allé dans Claude, que je préfère. Et dans Claude, je lui ai demandé de vérifier de manière factuelle avec des sources de niveau 1. Bon, j'aurais dû mettre ici 1 en chiffre 1. Concernant Micron, cette affirmation. Ok, j'ai mis affirmation, mais il a compris. Donc, blablabla, blablabla. Donc, j'ai mis le verdict de durabilité et j'ai demandé une synthèse exécutive. Et il établit ceci. Micron a signé son premier SCA. Vous connaissez maintenant le fameux SCA, qu'est-ce que ça veut dire? Sur 5 ans, au Q2 2026, donc qu'on a présenté au mois de mars, document que j'ai tantôt mentionné, ces accords comportent des engagements multi-annuels de volume et de prix, alors que précédemment, c'était juste volume. Là, prix est rentré dans la conciliation et représente une rupture structurelle réelle avec les LTA traditionnels
d'1 an. Donc, il avait précisément ici, donc, quand on dit avant, c'était juste 1 an, mais voilà, c'était également essentiellement lié sur les volumes. Et le CAPEX 2026 dépasse effectivement 25 milliards confirmés par les sources SEC. Bref, ce qui est surestimé et non étayé. Ah, parce que je lui ai demandé de vérifier. Donc, ici, il a vérifié. Vous avez des sources, où est-ce qu'il allait vérifier, nanana. Et il mentionne que 3 affirmations soumises à la vérification partagent le même défaut. Elles présentent comme confirmées, et rappelez-vous d'une chose, ce prompt original, il est dans mes instructions sur Claude. OK? Et donc, il dit ici que la vérification partage le même défaut. Elle présente comme confirmée des caractéristiques contractuelles que Micron refuse explicitement de divulguer. Les termes précis du SCA, que ce soit le floor, la base, le ceiling, le plafond, ou bien T-Corp, sont confidentiels par décision du CEO lui-même. Quelqu'un de malin va aller dans les conference calls vérifier les termes T-Corp, floor, ceiling, SCA, parce que les analystes ont posé des questions par rapport à ça. Plus décisivement, le 10Q de février 2026 indique que les prépaiements clients sur plus d'1 an sont not material. C'est-à-dire peu significatif dans les comptes, ce qui invalide directement l'idée d'un capital avancé significatif adossé aux clauses. Donc oui, il y a des contrats à long terme, mais vous avez vu que c'est très insignifiant par rapport à ce que... je ne parle pas des volumes ou des prix, mais les avances de fonds sont très insignifiantes. Okay? Donc on dit ici que le scénario de surcapacité entre Samsung et SK Hynix à horizon 2027-2028 est un compte à rebours du consensus sectoriel actuel. Samsung freine délibérément son expansion pour éviter un glut. Donc glut, ça veut dire ici pour éviter un flux de volume, donc pour éviter une augmentation extrême de la demande. Et le consensus dominant en juin 2026 est une pénurie structurelle persistant au moins jusqu'en 2027. Donc vous pouvez vous dire ici que la pénurie, elle est volontaire. Et donc, ils font exprès de freiner des 4 fers. Comme je l'ai mentionné ici tantôt, c'est également ce que TSMC fait. Donc, je pourrais même dire que c'est artificiel. Mais n'oubliez pas, si pénurie il y a, et que ça dure trop longtemps, ça donne envie à certaines personnes de rentrer sur le marché. Pensez aux Chinois. Ils ont également une industrie des mémoires. Et laissez-moi vous dire qu'actuellement, ils sont prêts. Bref, je continue. Alors, le risque réel non confirmable ici, c'est le risque de renégociation des clauses de prix en cas de retournement de la demande est économiquement logique et soulevé par des analyses sérieuses, mais il est invérifiable tant que les termes de SCA restent opaques. Donc, ils ne disent pas tout sur les termes. Oui, ils vous disent que les contrats long terme existent, parce que plus haut, à ce niveau, par exemple, sur TrendForce, vous pouvez parfois voir les prix des DRAM, etc. Où est-ce qu'il a mentionné ici? Il y avait le lien... Voilà. Ce qui n'est pas confirmé, le CEO ici a explicitement refusé de détailler, il a refusé de donner les informations parce qu'il dit que c'est confidentiel. Bon, je peux comprendre la nature parce que les concurrents vont dire, hey, mais Nvidia, on a signé un contrat avec toi, mais tu nous as donné moins d'argent que ce que tu as donné à l'autre, machin truc, pourtant les conditions, et donc je peux comprendre pourquoi ils ne publient pas ça. Mais ça soulève également une certaine opacité qu'il faut accepter dans ce domaine. Il faut être à l'aise avec ce risque-là. Parce que si on ne connaît pas les termes du contrat, rien ne nous dit ici qu'il n'y a pas une partie où on pourrait, où les clients qui prennent, disons les hyperscalers qui signent des contrats avec ou bien Nvidia qui signe des contrats ici avec Micron, est-ce qu'ils ne pourraient pas se désister? Ça, on ne le sait pas. Ça prend en considération. OK? Donc, le fameux pricing power, il dépend également de la demande. Et on a souvent tendance à se dire ici que la demande va durer éternellement. Vous savez bien que ceux qui dépensent en date d'aujourd'hui, au début, ils finançaient la dépense avec quoi? Les operating cash flow. Maintenant, ils se sont mis à lever de la dette et à émettre de nouvelles actions. Ça, c'est généralement la dernière phase avant la fin. Et cette dernière phase peut durer. Je ne vous dis pas que ça sera le mois prochain ou le mois prochain, mais on observe des patterns qu'on a déjà vus dans le passé. Et on est toujours sur la partie, est-ce que Micron a un pricing power? La réponse est encore une fois oui. OK? Mais maintenant, passons à la dernière partie. Est-ce que le pricing power est structurel ou conjoncturel? Et là, c'est un autre prompt simple. Je lui ai demandé
L'objectif va regarder, déterminer ici les capacités de Micron Technology à augmenter ses prix. OK? Le prix de vente est purement conjoncturel ou bien structurel et mécanique de puce, machin truc. Bref, voilà la question que j'ai posée. Et on va se limiter à la synthèse exécutive. Et ça, c'est le premier jet. Je n'ai pas modifié. Donc, le principe de Micron présente une double nature, mais subit une transition structurelle dominante depuis 2012, accélérée de manière critique en période 2024-2026, historiquement purement conjoncturelle et dictée par les cycles de surcapacité d'un marché atomisé. Donc, vous avez vu ici que Samsung n'augmente pas les capacités, etc. Donc, parce que la crise venait souvent de là, surcapacité, etc. Donc, le principe repose désormais sur des fondations structurellement rigides. Un oligopole à 3 acteurs qui peut avoir tendance à être très discipliné dans le futur, dont des barrières physiques liées à la pénalité des surfaces de silicium et l'introduction de contrats de long terme. Comme on a tantôt vu ici que ces contrats-là, ils existent. Il y a de... Voilà, c'est plus intéressant que les périodes précédentes, mais il reste une certaine opacité. Okay? Bien que les retournements macroéconomiques de la demande finale conservent une influence cyclique, bien que les retournements macroéconomiques de la demande finale, je dis bien la demande finale conserve une influence cyclique, la capacité de Micron à imposer les prix est désormais verrouillée par des contraintes d'offres physiques par rapport aux capacités de production et par la symétrie technologique excluant un retour à la destruction de valeurs systémiques observée lors des décennies précédentes. Là, il est très, je vais dire, je ne suis pas très d'accord avec cette réponse parce que la façon dont il répond, c'est comme si c'est fini, on ne va plus jamais retourner en arrière. Or, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. OK? C'est comme ça qu'il faut également avoir gardé son esprit critique de manière générale. Parce que de toute façon, le questionnement n'est pas fini. Parce que ce qu'on va faire, comme d'habitude, on copie. Je viens ici. Je vais juste faire la même chose. Je vais copier-coller. Voilà. Ici, je vais supprimer cette partie. On vérifie. Bim! Et on va voir ce que ça va nous donner. Alors là, il va réfléchir, il va aller chercher l'information parce que la question est la même ici. Je lui ai demandé de vérifier de manière factuelle avec des informations d'ordre 1 les affirmations suivantes. OK? Maintenant, il va aller vérifier. Et la partie excluant un retour, cette partie-là me dérange. Et on va croiser les informations histoire de voir si on arrive à la même conclusion. Parce que comme j'ai dit, si les hyperscalers réduisent la demande, et ils vont avoir tendance à le faire tôt ou tard, l'offre, même si elle ne change pas, le prix va diminuer. Parce que ces entités-là n'ont pas le choix que de continuer à produire du fait de la nature même de leur capacité de production. Oui, allez regarder à quoi ça ressemble ces usines et pourquoi est-ce que je le dis. Soyez curieux. Donc, il dit ici la thèse structurelle dominante depuis 2012, c'est confirmé, nuance chronologique, parfait. L'oligopole est confirmé, parfait. Confirmé et chiffré, donc par rapport au HBM, etc. Donc, ensuite, on continue, on attend la réponse. Les LTA hautement contraignants, partiellement confirmés, formulation excessive, ok. Parce qu'il dit ici que cependant, le CEO a refusé de confirmer les accords protégeant contre le downturn, etc. Donc, il dit, we are certainly not getting into the specific... Bon, bref, ça, c'est ce qu'il mentionnait tantôt. Et l'évidence, pricing power verrouillé, vous voyez, excluant un retour à la destruction de valeurs systémiques. Réfuté par l'évidence empirique récente, c'est la faille centrale de l'affirmation. Pourquoi? Les cycles précédents, donc 2023, crash de Micron ici, de cycle, donc le crash de 2023 s'est produit avec l'oligopole de 3 acteurs pleinement établis depuis 2013. La consolidation post-Elpida n'a donc pas exclu la destruction de valeur. Pourquoi? Parce qu'à cause des volumes. So, l'analyse exhaustive des cycles confirme que for 3 decades, the memory semiconductor industry has followed a brutal and predictable pattern. Price boom, manufacturer overinvest, supply flooding, price crash. Quand on dit ici que les prix augmentent, les fabricants de semi-conducteurs ici augmentent les capacités arrivent sur le marché et le prix, l'offre dépasse la demande et les prix chutent et tout le monde souffre. Ça a toujours été le cas. Maintenant, s'ils arrivent à se comporter de manière plus disciplinée, ça pourrait être différent. Mais n'oubliez pas qu'il y a une contrainte supplémentaire, c'est la demande. Et c'est également des concurrents globaux, des concurrents qu'on ne voit pas encore venir en date d'aujourd'hui, qui pourraient profiter. D'accord? Donc,
globalement, ici, ils disent que les 4 premières thèses sont factuellement solides. La thèse de synthèse par rapport au pricing power, excluant le retour à la discussion de valeur ici, est une faiblesse analytique. Donc, elle confond la réduction de l'amplitude cyclique. Donc, l'amplitude cyclique a diminué avec l'élimination de la cyclicité. Parce qu'il a cyclicality, ça c'est clairement du français, de l'anglais au français. OK? Donc, c'est clairement cyclicité ici. Donc, on dit que certes, aujourd'hui, ils gagnent beaucoup d'argent, mais ça ne veut pas dire ici que le business n'est plus cyclique. Et pourquoi est-ce qu'il n'est plus cyclique? Ce n'est pas parce qu'ils sont juste 3, mais c'est également parce qu'ils ne contrôlent pas. La demande par nature est cyclique. Ce sont des cycles. Parfois, on veut plus, parfois, on veut moins. Et n'oubliez pas une chose. Actuellement, on parle juste de mémoire pour les data centers. Vos téléphones portables vont coûter plus cher. Vos ordinateurs vont coûter plus cher. Vos jeux vidéo, je ne sais pas, vous êtes des parents ou bien pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, vous n'avez pas remarqué que les PS, les Xbox, ce genre de choses-là, les Nintendo, ça coûte de plus en plus cher? Vous savez ce qui fait gonfler les prix? La mémoire. Hors de prix. J'ai un ami qui a vendu une PlayStation à littéralement $1000, 1200 dernièrement. Pour moi, c'est aberrant. C'est un truc que j'avais acheté à 250. Enfin, la dernière PS que j'ai achetée date de 2011, donc je ne suis peut-être pas la bonne personne, mais c'est surtout par rapport aux pénuries de mémoire. Et ça ne va pas durer, les amis. C'est ça que je veux toujours mentionner. Ça ne va pas durer. Pourquoi est-ce que je le dis? C'est parce qu'aujourd'hui, si tu bases ta thèse d'investissement sur le fait que Micron est sous-évalué, a un chiffre d'affaires très élevé, et que tu l'achètes aujourd'hui à 11 fois les bénéfices, et donc tu fais une bonne affaire. Le problème, c'est que Micron fait Micron fait de bonnes affaires en date d'aujourd'hui parce que la demande est très élevée et que l'offre est assez réduite. Tu as vu ici que Samsung va augmenter les capacités, SK Hynix va augmenter les capacités, Micron va augmenter les capacités. À quoi ça va ressembler quand ces capacités-là vont arriver sur le marché d'ici 2028? Et ne te dis pas que le marché va attendre 2028 avant de commencer à punir ces entreprises. OK? Donc, si tu décides d'investir sur une entreprise comme Micron, c'est un risque à prendre en considération. Maintenant, je ne suis pas encore te dire que Micron, le prix ne va pas arriver à 5 000, 10 000, etc. Mais quand tu l'achètes en date d'aujourd'hui, en soi les bénéfices, tu sous-entends qu'elle est capable de rapporter le même niveau de bénéfices nets sur les 11 prochaines années. Rappelez-vous de la vidéo que j'ai faite précédemment où je parlais de, je vais vous la mentionner ici, je parlais de quoi encore? Voilà, celle-ci. Ma méthode pour viser du 15% par an en bourse. En réalité, je ne vous ai pas donné de formule magique, mais comment est-ce que je vois le stock picking? Je vous ai parlé ici du fait que la valeur d'un actif, globalement, dépend de sa capacité à ramener des cash flows, etc. Mais théoriquement, la valeur d'un actif va être influencée par les cash flows, par l'incertitude et par la valeur de l'argent dans le temps. Le cash flow va être influencé par quoi? Vous avez l'information dans le timing, la durabilité, la croissance, la magnitude. Or, la durabilité, c'est un terme très important. Quand vous arrivez sur Micron Technology, vous parlez de durabilité. Est-ce que ces bénéfices sont durs? Et quand on parle de durabilité, prenez juste ceci, 10 ans, disons 12 ans. Quand tu achètes du Micron en date d'aujourd'hui, tu sous-entends que les bénéfices nets, donc net income de l'année prochaine, hein, parce que c'est le next 12 months, le forward PE, les bénéfices de l'année prochaine, on s'attend à peu près du 71 milliards en net income. Je vais aller voir en free cash flow à quoi ça ressemble. En N+1, voilà, c'est ça. 71 milliards. Tu sous-entends que 71 milliards est durable. Enfin, attendez, c'est 12. Donnez-moi un instant. Je le prends à 12, 136, 166. Je pense même que c'est beaucoup plus que ça. Divisé par 12, 71, je pense que c'est cette année. Donc, c'est N+2. On va presser ici, net income. Voilà. Ouais, c'est ça, 139. On s'attend à 139 dollars à cette période-là. Donc, tu sous-entends ici, donc le mec 139, 139, tu sous-entends que cette compagnie sera capable de rapporter au moins 139 milliards par an pour que tu puisses repayer la totalité de la market cap actuelle. Donc, si elle te génère 139 milliards sur les 11,60, enfin, disons les 12 prochaines années, et qu'elle te reverse tout ce cash-là en dividende, tu récupères ta somme de départ. Tu ne perds pas d'argent. Si tu as la capacité d'acheter toute l'entreprise. OK? Or, le problème, c'est la durée.
Et cette durée est influencée par, un, la demande des clients actuels, donc le volume de demande, ainsi que l'offre. Et l'offre dépend des concurrents actuels. La demande dépend d'autres éléments. Et rappelez-vous que les clients actuels, ceux qui font la demande, ils ont un objectif, c'est de réduire les coûts. Voilà, ça vous dit tout. Donc parfois, il ne faut pas juste faire de magie. Donc ici, si vous faites de l'argent sur Micron, n'oubliez pas d'où vous venez. Donc, comment est-ce que cette industrie se comporte? Quels sont les drivers de la croissance actuelle? OK? Et qu'est-ce qui pourrait faire dérouter, ou bien qu'est-ce qui pourrait impacter la croissance actuelle? Dès aujourd'hui, vous savez pourquoi vous avez acheté, vous savez quand vendre. Les informations sont là. Vous ne pouvez pas être surpris demain. Moi, je ne vais pas vous dire ici que Micron, vous l'achetez. Ça pourrait m'arriver à 10 000. Moi, je ne connais pas à quoi va ressembler l'aberration du marché. Rappelez-vous, la dernière fois que j'ai parlé de Micron, on était à 700. Là, on est à 1000. Quelqu'un va me dire ici que, ouais, mais tu n'as pas eu raison. Non, moi, je suis en train de parler du long terme. Parce que quand vous regardez une entreprise en date d'aujourd'hui, vous confondez le court terme et le long terme. À court terme, tout est beau. 2027 et 2028, c'est correct. C'est pour ça que quand vous regardez les attentes des analystes, et ils voient le monde avec des lunettes roses, ils sont de plus en plus optimistes sur Micron, comme vous pouvez le voir ici. Les attentes de 2028, qui sont en N+3, il y a à peu près... oui, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Il y a à peu près un an, le marché s'attendait à 21 $. OK? Donc, quand on était en 2026, là, 25, et qui projetait pour 2028, pour eux, c'était 21 $. Maintenant, on est à 111. 111. Littéralement. C'est la même chose avec le full year 2027. Il y a un an, on s'attendait à 19. Aujourd'hui, 112. Et par rapport à 2026, il y a un an, on s'attendait à 17. Aujourd'hui, c'est 58. Ça, c'est par rapport à l'année actuelle. Il me semble que c'est bien ça, si ma mémoire est bonne. OK. Et vous pouvez également voir que c'est un business qui a un historique. Disons, est-ce qu'on peut réellement dire que ce business est prévisible? Une grosse question. Vu que c'est même d'abord le darling du marché en date d'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'analystes sur le dossier. Bon, ne me demandez pas s'ils auront de plus en plus raison. Regardez, sur une période de 2 ans, ils sont généralement 4 en moyenne. Aujourd'hui, il y a près de 18 personnes qui suivent le dossier. Donc, clairement, c'est le business, enfin, ce sont les entreprises à la mode en date d'aujourd'hui. Alors, il y a quelque chose qui me, pas perturbe, mais qui m'intrigue souvent quand je regarde la croissance d'une compagnie, c'est voir ce plateau à partir de cette période. Pourquoi? Quand une entreprise est en croissance, elle est juste en croissance. Quand on commence à mettre des plateaux, ça veut dire que nous-mêmes, on commence à se dire que bon, c'est un peu exagéré de se projeter au-delà de cette année-là. Donc, on vous dit qu'à partir de 2027, 2028 sera moins élevé que 2027. Vous pensez que le marché va juste voir ça comme ça? Non. Il va bazarder cette compagnie avant même que avant la fin de l'année 2027. Mais bien évidemment, les métriques peuvent avoir tendance à changer. Peut-être qu'on sera à 200 ou à 300 ou à 400. Je n'en sais strictement rien du tout. Plus important, c'est d'agir en termes quand vous décidez d'acheter cette compagnie, en termes de pondération dans votre portefeuille, sachez que le niveau de gambling est très élevé. OK? Oui, elle a un pricing power, mais ce pricing power, il est plutôt conjoncturel. Mais la demande, qui est une autre question ici, la demande pour les mémoires est structurelle. Ce qui veut dire que le prochain cycle de renouvellement, et il va arriver, inclut maintenant plus de data centers. Donc, si on est sur un marché où on n'est que 3 en date d'aujourd'hui, et que quelqu'un se rend compte que il y a beaucoup d'argent à se faire là-bas, ces 3-là, ils vont manger tous ensemble, le prochain cycle, il faut que je sois prêt. Il y a des gens qui vont augmenter les capacités en date d'aujourd'hui. Parce que regardez les marges de cette compagnie, c'est tout simplement phénoménal.
On a en termes de marge EBITDA, qu'est-ce qu'on a ici? Où est-ce que ça? On a des marges EBITDA de près de 63%. C'est fou, n'est-ce pas? Des marges nettes, 41%. Des marges de free cash flow, vu qu'il y a les CAPEX, etc. Et même parlons de CAPEX, vous remarquez que quand on gagne beaucoup d'argent, en pourcentage du revenu, ils ont tendance à investir 38%. Aujourd'hui, ils gagnent combien? Ils n'ont jamais gagné autant d'argent. Et ça va avoir tendance à augmenter. Mais ils dépensent en moyenne la même chose. 35%. Ça veut dire quoi? Quand tu regardes le capital, ce n'est pas ils dépensent pour maintenir l'équipement. Hein. Ce n'est pas que ça, mais c'est surtout pour augmenter les capacités. Donc, la dépense en CAPEX augmente. Elle augmente littéralement. Et je l'avais mis ici, donnez-moi juste un instant, je lève ça, c'était, voilà. Elle augmente également. Donc, le volume n'a pas tendance à ralentir. Et donc, ce sont des capacités supplémentaires. Je ne sais pas, est-ce qu'on a le capital expenditure ici en termes de CAPEX médian, consensus, N plus 3, il va augmenter à 40 milliards. OK? On s'attend à 40 milliards de CAPEX supplémentaires. Et quand on dit N plus 3 ici, revenu, total revenu en N plus 3, N plus 3 c'est ceci, on s'attend à 200 milliards à cette période-là. Bon, 40, ça sera moins élevé que ce qu'on a ici si on prend en pourcentage, mais ça pourrait être 60 si le pourcentage est le même, qui est à peu près aux alentours ici de 40% par là. Donc on pourrait même se retrouver à 80 milliards de CAPEX. Et dites-vous que ça, ce sont des attentes. Hein. Ça pourrait changer très rapidement. Et tout dépend de qui? De la demande. Et la demande, c'est qui? Les hyperscalers. C'est eux qu'il faut observer. Le jour où ils vont commencer à réduire, si un seul réduit son CAPEX, sachez que tout le monde va suivre. Sinon, entre-temps, tout se passe bien. N'oubliez pas la compétition qui est toujours là. Donc, soyez prudents quand vous décidez d'investir sur Micron. Le tout, c'est la durabilité. Or, je peux mettre ma main au feu que ce truc-là ne dure pas 12 ans. OK? Au volume actuel, il ne dure pas 2 ans, 12 ans. Or, structurellement parlant, les mémoires sont la demande est de plus en plus élevée. Donc, c'est un marché même qui pourrait même être intéressant pour les investisseurs long terme. Donc, si vous voulez investir cette compagnie, OK, vous pouvez aller en date d'aujourd'hui, mais soyez prudent en termes de pondération. Mais si vous voulez investir à long terme sur cette compagnie, vous connaissez quand est-ce qu'il faut arriver. Quand tout le monde aura tendance à bazarder cette compagnie. Idéalement aux alentours du book value, de préférence. En tout cas, vous voyez qu'on peut dire beaucoup de choses. Je vais commencer par un prompt. Pricing power. Du pricing power, j'ai demandé est-ce que c'est structurel ou conjoncturel. De structurel à conjoncturel, je suis allé demander, on allait regarder on vous a parlé de contrats, on a vérifié est-ce que les contrats c'est la première fois? Non. Est-ce que les contrats en question sont réellement durables comme on le dit, etc. Est-ce que c'est vraiment un game changer? Disons que c'est plutôt mitigé, mais c'est mieux que précédemment, mais c'est également dû à la conjoncture actuelle. Mais ça n'enlève en rien la cyclicité de ce secteur d'activité. Et juste ça, ça vous permet de pouvoir mieux apprécier le risque sur cette compagnie. Laissez-moi savoir en commentaire si ce que je raconte ce sont des conneries, avec des arguments, bien sûr, parce que nous, on est là pour apprendre plus. Ne venez pas juste dire que oui, on est en pénurie. Oui, ok, on est en pénurie. Argumente. Ça, tout le monde le sait. Ça va durer 100 ans, 200 ans, 300 ans ou tu n'en sais rien. Si tu n'en sais rien, c'est un trade, tu profites et tu restes tranquille. OK? Mais si on se base sur l'historique, quand on réfléchit tout en termes de probabilité, on sait littéralement que ici, voilà comment ça se passe. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, aujourd'hui, ça nous a permis ici de présenter 3 prompts. Comme je l'ai dit, la bibliothèque de prompts permet de financer notre projet. Et donc, aujourd'hui, on a parlé uniquement de ce prompt-ci qui permet de déterminer c'est quoi ici là le pricing power. On a utilisé 2 variantes de ce prompt, donc à savoir déterminer si c'est conjoncturel ou structurel, et également de rajouter la contrainte long term agreement, donc les contrats, est-ce qu'il y a les contrats ici au sein de la compagnie, etc. Après toutes ces informations, on a pu se faire un avis sur le pricing power. On va se dire ici que le pricing power, ma conclusion, c'est que ce pricing power est plutôt conjoncturel et non structurel. Il est conjoncturel. OK?
Donc, prochainement, on va utiliser une autre variante. Je ne vais pas avoir tendance à faire tous les 124 prompts, mais c'est également pour vous montrer comment est-ce qu'on les utilise. Pour ceux qui ont affaire à ces prompts-là, vous les avez maintenant. Vous pouvez les utiliser à vos propres sauces, les modifier, etc. Parce qu'ils ne sont pas gravés dans la roche. J'ai mis 5 ans. Pourtant, vous m'avez vu utiliser 30 ans parce que je voulais prendre le maximum, la durée la plus longue possible. OK? Donc, comme je l'ai dit, ça nous permet de financer notre projet. Ici, vous avez des informations par rapport à ce projet-là. Donc, vous recevez en date d'aujourd'hui soit la bibliothèque de prompt de base ou la bibliothèque de prompt premium. Bien également, vous pouvez contribuer sans limite, donc moins que la bibliothèque de prompt, etc. ou bien plus que ça. Si vous avez des questions, je réponds dans le groupe School. Et comme je l'ai dit, je vais mettre dans le groupe School ceci. Je vais copier-coller ce prompt-là à côté de la vidéo actuelle. Comme ça, vous savez que vous allez là, vous prenez le prompt, vous allez directement le mettre dans vos instructions. Ça va vous aider. Tout le monde peut venir récupérer ça. Comme ça vous permet d'avoir les meilleures informations possibles. Parce que le prompt ici, le LLM n'est pas forcément là pour vous raconter la vérité. Il est là pour vous raconter quelque chose qui ressemble à la vérité. Et la seule manière pour vous de déterminer si ça se rapproche de la vérité ou pas, c'est de faire vous-même une contre-expertise factuelle. Il faut poser les bonnes questions. Ou bien lui mettre des limites et savoir quand il invente des choses. OK? Parce qu'il a tendance à le faire tout le temps. C'est pour ça qu'en petit commentaire, ici, vous allez toujours voir Gemini est une IA et peut se tromper. Thierry n'est pas une IA et donc il peut encore plus se tromper. C'est pour ça que je vous dis toujours ici que tout ce que je raconte ici n'engage que moi. Je me réserve royalement le droit de me tromper. Et c'est ça qui est beau dans le stock picking. On réfléchit, on apprend. Okay? Mais pour le moment, ma conviction reste la même. Ce business-là est extrêmement cyclique. Donc, j'attends le prochain cycle tranquillement et il va arriver. Il y a de fortes chances qu'il arrive. Enfin, en tout cas, les probabilités vont dans mon sens de manière générale. Et cette industrie me rappelle une autre industrie qui est celle je dirais pas que celle de la distribution de médicaments aux États-Unis. Très souvent, quand il y a une consolidation d'un secteur d'activité, on a une discipline au niveau des coûts. Mais très souvent, aller poser des questions aux compagnies aériennes, OK, c'est pas encore le cas. Mais bref, voilà. Comme je l'ai dit ici, permettez-nous de gagner du temps, littéralement. OK? Donc, regardez la vidéo, faites-vous un avis sur les prompts. Je vous ai présenté quelques exemples ici. Et peut-être sur certaines vidéos, je vais encore avoir tendance à en présenter d'autres. OK? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine. Oh, j'avais oublié un élément. Ici, la partie en rouge. Parce que je vais rajouter, dans la bibliothèque de prompts, je vais rajouter d'autres éléments. Je vais les affiner. Et je vais rajouter des instructions supplémentaires que je ne vais pas avoir tendance à donner ici. Voilà, comprenez? Secret, professionnel. Et en supplément de ça, une fois que j'aurai rajouté ces éléments-là, donc à partir de vendredi, donc samedi, vendredi, je vais avoir tendance à... Voilà, c'est totalement normal. Parce que ça, c'est littéralement cadeau. Parce qu'en fait, ça n'inclut pas juste la bibliothèque de prompt, ce que vous allez recevoir. La bibliothèque de prompt, c'est ce que vous recevez aujourd'hui. Et ce que vous recevez après, vous allez avoir les indications ici. Peut-être qu'un jour, on va en parler. Et je vais avoir tendance également à vous le présenter, à présenter à peu près une idée générale de ce que j'ai. OK? Bref, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et comme je l'ai dit tantôt, permettez-nous également de gagner du temps le plus rapidement possible. Si vous avez des questions par rapport au prompt, vous me retrouvez dans le Go School. Envoyez-moi un message privé. Et donc, allez récupérer également pour les autres ici l'instruction qui vous permettra ici d'affiner les résultats, les réponses généralement de vos différents LLM. Merci. Au revoir.